On a tous déjà vu ces graphiques financiers qui ressemblent à des électrocardiogrammes un peu fous. Ça monte, ça descend, ça a l'air super complexe. Eh bien aujourd'hui, on va décoder tout ça. On va voir comment, avec l'analyse technique, on peut transformer ce qui semble être un chaos total en une histoire qu'on peut lire et comprendre. C'est la grande question, pas vrai? Quand on voit ces montagnes russes, on se demande forcément s'il y a un moyen de deviner ce qui va se passer après. Est-ce que c'est juste le hasard ou est-ce qu'il y a une logique cachée derrière tout ça? Eh bien, c'est exactement là qu'intervient l'analyse technique. Attention, ce n'est pas une boule de cristal. L'idée, ce n'est pas de prédire l'avenir à coup sûr, mais plutôt d'avoir une sorte de boussole, des outils pour mettre un peu d'ordre dans ce désordre apparent et pour repérer des schémas qui se répètent. Alors voilà notre programme. On va commencer par les grands principes, les fondations. Ensuite, on va apprendre à lire le langage des graphiques, ce qu'on appelle les chandeliers. Puis, on verra comment repérer des tendances. On jettera un œil à des outils un peu plus avancés. Et on finira avec ce qui est peut-être le plus important, la psychologie. Allez, on plonge dedans. Avant même de regarder le moindre graphique, il faut comprendre la philosophie derrière tout ça. Qu'est-ce que l'analyse technique essaye de nous dire, au fond? Le postulat de base, il est à la fois simple et assez radical. Il dit que le prix à un instant T reflète déjà toute l'information disponible. Les nouvelles économiques, les bilans des entreprises, les tensions géopolitiques, tout ça est déjà intégré dans le cours par les réactions des millions d'intervenants. Du coup, le graphique devient une sorte de résumé de la psychologie du marché. En clair, l'histoire des prix se suffit à elle-même. Et ce prix, il ne bouge pas par magie. C'est le résultat d'une bataille permanente. D'un côté, on a les bulls, les taureaux, les optimistes, qui achètent parce qu'ils pensent que ça va monter. De l'autre, les bears, les ours, les pessimistes, qui vendent parce qu'ils anticipent une baisse. Chaque petite variation sur le graphique, c'est juste le reflet de qui est en train de gagner la bataille à ce moment-là. Bon, pour pouvoir lire le déroulement de cette bataille, il nous faut un alphabet. Et l'outil le plus utilisé, le plus visuel pour ça, c'est le chandelier japonais. C'est vraiment la brique élémentaire de quasiment tous les graphiques qu'on voit aujourd'hui. Et attention, ce n'est pas du tout une invention récente de Wall Street. Ça remonte au Japon du XVIIe siècle. C'était utilisé pour analyser le marché du riz. Il a fallu attendre les années 90 pour que l'Occident découvre et adopte en masse cette méthode qui est en fait incroyablement intuitive. Ce qui est génial avec les chandeliers, c'est que chaque bougie, comme on les appelle aussi, est une mini-histoire en soi. Elle résume en un seul coup d'œil toute l'attention qu'il y a eu sur une période donnée, que ce soit une minute, une heure ou un jour. C'est le résumé du match entre les bulls et les bears. Alors, comment ça se lit? C'est ultra simple. Le rectangle, qu'on appelle le corps, nous montre le prix au début de la période et le prix à la fin. Et les petites tiges fines, les mèches, nous montrent jusqu'où le prix est monté au maximum et descendu au minimum. Avec juste ces 4 points, on a un résumé parfait de la session. Et la couleur, elle, nous donne directement le vainqueur. Si le corps est vert, ça veut dire que le prix de fin est plus haut que le prix de début. Les acheteurs, les bulls, ont gagné. Si le corps est rouge, c'est l'inverse, le prix a baissé et donc les vendeurs, les bears, l'ont emporté. C'est simple, c'est visuel, c'est immédiat. Parfait. Maintenant qu'on sait lire les mots un par un, on va pouvoir assembler des phrases. Parce qu'un seul chandelier, c'est une info. Mais une succession de chandeliers, ça forme une tendance. Si on se contente de regarder la suite de chandeliers comme ça, brute de décoffrage, ça peut encore sembler assez désordonné. C'est un peu comme lire une suite de mots sans aucune ponctuation. On a besoin d'outils pour donner du sens à tout ça. Et le premier outil, le plus simple de tous, c'est juste de tracer des lignes. Quand on relie les points bas, on dessine ce qu'on appelle un support. C'est un plancher où les acheteurs semblent se réveiller et stopper la chute. Et si on relie les points hauts, on trouve une résistance, un plafond où les vendeurs reprennent le contrôle. Et d'un coup, le chaos commence à s'organiser. Un autre outil très courant, c'est la moyenne mobile. Son job, c'est de lisser tout le bruit. Imaginez qu'on calcule le prix moyen des 50 derniers jours et qu'on le fasse avancer chaque jour. On obtient une courbe beaucoup plus douce qui ignore les petites paniques quotidiennes et nous montre la vraie direction générale. C'est hyper utile. Quand les prix sont au-dessus de la courbe, on considère que la tendance est à la hausse. Quand ils passent en dessous, c'est un signal d'alerte. Les supports, les résistances, les moyennes mobiles, c'est la base. Mais la boîte à outils de l'analyse technique est immense. Il existe des centaines d'indicateurs, chacun avec sa propre logique, son propre angle d'attaque. Pour vous donner une idée, regardons 2 exemples très différents. D'un côté, on a l'Ishimoku, un système japonais très visuel avec son fameux nuage. L'idée est simple. Quand les prix sont au-dessus du nuage, la tendance est haussière, en dessous, elle est baissière. Et le nuage lui-même agit comme une zone de support ou de résistance.
De l'autre côté, un truc complètement différent, le MACD. C'est un oscillateur qui mesure la force, l'élan du mouvement. Il aide à voir si la tendance s'accélère ou si, au contraire, elle est en train de s'essouffler, ce qui pourrait annoncer un retournement. Et on arrive maintenant à la partie la plus importante de toutes. Vraiment, on peut maîtriser tous les outils du monde, connaître tous les indicateurs par cœur. Si on ne se maîtrise pas soi-même, tout ça ne sert absolument à rien. Le plus grand ennemi en trading, ce n'est pas le marché, c'est nous-mêmes. Cette citation d'Ed Seykota, un trader légendaire, résume tout. L'objectif numéro 1, ce n'est pas de faire des gains énormes, c'est de protéger son capital. Savoir accepter qu'on a eu tort et couper une perte rapidement, c'est la compétence la plus difficile et de loin la plus essentielle. Et les pièges sont nombreux. Le surtrading, quand on trade juste par ennui. Le revenge trading, on vient de perdre de l'argent et on veut se venger du marché, ce qui mène quasi systématiquement à une perte encore plus grosse. Il y a aussi l'entêtement. On tombe amoureux de son idée et on ignore tous les signaux qui nous disent qu'on a tort. Et enfin, le suivi aveugle, copier les autres sans avoir fait sa propre analyse. Jesse Livermore, un autre pionnier, l'avait parfaitement compris. Le gros du travail, c'est l'analyse, la préparation. Mais l'argent se gagne en attendant, en étant patient, en attendant la configuration parfaite. La plupart du temps, la meilleure décision à prendre, c'est de ne rien faire du tout. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir. L'analyse technique, ce n'est pas une science exacte, ça ne donne aucune certitude. C'est un outil qui permet de repérer des situations où les probabilités sont en notre faveur. C'est une méthode pour gérer le risque, pour essayer de mettre les chances de son côté. Mais chaque opération reste un pari. Rien n'est jamais garanti. Et je voudrais finir avec une question qui fait couler beaucoup d'encre. Est-ce qu'une figure graphique bien connue fonctionne parce qu'elle a un réel pouvoir prédictif ? Ou est-ce qu'elle fonctionne simplement parce que des millions de traders la connaissent, la voient en même temps et agissent tous de la même manière, créant ainsi ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice ? La vérité est sans doute un peu des deux.